Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer, enfin on va essayer avec Théo de vous partager une discussion qu'on a pu avoir en off avec d'autres de nos amis justement sur le domaine des cryptos. Et la question c'était de savoir quelle devait être la place des crypto-monnaies tout simplement dans une gestion de portefeuille pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies mais qui font également d'autres choses à côté. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être de l'investissement en bourse, ça peut être de l'immobilier, etc. C'est vrai que cette allocation de portefeuille et cette allocation d'actifs, c'est vraiment quelque chose d'important dans la gestion de risque, dans la conservation de son capital, toujours pour avoir pour objectif de battre aussi l'inflation et de développer son capital comme ça au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que la crypto-monnaie aujourd'hui, ça a une place dans un portefeuille et quelle devrait être la place la plus optimale dans l'allocation d'actifs et dans la gestion générale d'un portefeuille. Alors ce qu'on va vous présenter ici, c'est notre réflexion à nous. Encore une fois, on peut se tromper. Puis c'est vrai que la gestion de portefeuille, c'est quand même aussi très particulier. C'est très spécifique à notre gestion de risque, à notre situation personnelle. Et sans doute que ça répondra peut-être pas aux exigences que vous vous serez fixées. Mais néanmoins, je trouve que le sujet est quand même très intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé avec Théo d'en parler ensemble. Donc moi, je vais commencer à donner un peu ma vision, puis après tu rebondiras si tu as des choses qui te viennent en tête. Moi, j'ai toujours dit, contrairement à ce que beaucoup de gens expliquent sur Internet, beaucoup de gens sur Internet disent que la crypto-monnaie, c'est un moyen simple, rapide de gagner de l'argent facilement. On met le moins d'efforts possible et on essaie de retirer le plus de performance. Et je comprends d'où ça vient, encore une fois, parce que c'est vrai que dans la crypto, il y a eu des performances incroyables. C'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu des projets, des centaines de projets qui ont fait des fois 100, il y en a eu plusieurs aussi qui ont fait fois 1000, voire plus. Et c'est vrai que ça fait rêver. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image en tête de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a mis 100 euros, 1000 euros, qui est devenu multimillionnaire en un an et demi en investissant comme ça par coup de chance sur un projet. Et beaucoup de gens essayent de reproduire ce schéma-là. Et ça revient à ce que je vous explique à de nombreuses reprises, la différence qui existe entre la possibilité et la probabilité. C'est possible encore une fois, de fumer 3 paquets de clopes par jour et de vivre jusqu'à 95 ans. Est-ce que c'est probable? Non. C'est possible de traverser la route en fermant les yeux sans regarder à droite, à gauche, sans vous faire écraser? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? Non. Dans la crypto-monnaie, est-ce que c'est possible de faire un fois 100, un fois 1000? Oui, c'est possible. Par contre, la probabilité que vous arriviez à le faire sans prendre des risques démesurés et de perdre votre capital, pareil, il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Et c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Donc, moi, ma vision de la crypto, c'est je pense qu'il y a un intérêt d'investir dessus pour toutes les raisons alors philosophique, idéologique, libertarien, de résistance à la censure, décentralisation, reprendre possession de son argent, la souveraineté monétaire. Et puis en plus de ça, on va pas se leurrer, on est là aussi pour gagner de l'argent. Donc en plus de ça, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Donc pourquoi ne pas en avoir en portefeuille? Par contre, moi, ma vision, c'est que la crypto, c'est pas un moyen de devenir riche rapidement. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai obtenu les résultats que j'ai aujourd'hui. Je l'ai vu comme étant un accélérateur financier. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de timer le plus bas ou de revendre au plus haut. Par contre, je vais essayer de me créer un portefeuille qui va répondre à mes exigences en termes de performance potentielle, en termes de risque, en termes de gestion de portefeuille, encore une fois, des compétences que je suis capable d'avoir. Et donc tout ça, je vais essayer de le mélanger pour arriver à créer une allocation qui va me correspondre. Et donc je ne vais pas essayer d'acheter au plus bas et revendre au plus haut parce que il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et même si on arrive à le faire, c'est plus un facteur chance qu'une réelle capacité ou une propension de savoir faire ça comme ça sur différents cycles. Et donc, vu qu'on est là pour faire de l'argent, vu qu'on est là pour gagner de l'argent, mon objectif, ça sera d'extraire une performance du marché. Alors, ce sera peut-être pas des fois 100, des fois 1000, et j'ai jamais misé de faire ça. Mais c'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. C'est d'un côté, vous avez les lièvres qui tout de suite vont essayer de faire des fois 100, des fois 1000, qui vont rechercher la prochaine crypto-monnaie en vogue et qui n'arrivent jamais sur la ligne d'arrivée. Et puis vous avez des gens un peu comme nous, comme Théo, comme Benjamin et Mickaël, que vous voyez régulièrement sur la chaîne, qui ont plutôt la philosophie de la tortue, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des performances extraordinaires, mais on a compris que c'était aussi une possibilité parce que la crypto-monnaie offre cette possibilité grâce aux performances qu'on retrouve dans la crypto et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie qui va nous correspondre à nous. On ne va pas faire des résultats extraordinaires, mais on va arriver tout simplement sur cette ligne d'arrivée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de débutants, parce que débutants et pas que, parce que même ceux des fois qui ont des super connaissances dans d'autres domaines voient la crypto comme étant un moyen rapide, efficace et tout ce qu'on veut pour devenir riche comme ça du jour au lendemain avec très peu de capital. Donc, c'est ma vision. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément la partager.
Mais je pense que si on veut gérer correctement son risque et devenir autonome dans ses investissements crypto-monnaies, bah, c'est super important de prendre tous ces aspects-là en tête et de ne pas tomber dans les travers que font 95% des gens, puisque, bah, encore une fois, la majorité des gens dans la crypto perdent de l'argent. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, commencer à être aux Belle options. intro. Être assez longue, mais assez complète pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et moi ça m'est arrivé personnellement aussi, des gens de ma famille, euh, qui n'ont pas forcément de connaissances dans l'investissement, alors peut-être un peu dans l'immobilier, mais pas dans les actifs financiers. Et je leur parlais de la crypto-monnaie, ils me disaient non, j'ai pas envie d'investir, j'ai pas envie d'investir. Puis voilà, la performance arrivée. Et je continue à leur raconter ce que je fais. Tu vois, c'était le dernier cycle où je commence à faire des ICO avec des projets qui avaient, tu vois, potentiellement, ça peut être, bon, là, par contre, c'est des performances un peu plus risquées, mais par contre, on peut peut-être taper du x20, du x30 potentiellement. Et ils ont commencé à prendre le FOMO. Et, c'est des personnes qui n'ont pas voulu investir il y a 1 an et demi quand je leur disais eh, franchement, je commence à m'intéresser au Bitcoin. Là, il est entre 5 6 000 euros. Je pense que je vais mettre un petit billet pour commencer à rentrer parce que bon, je vais pas trop mettre non plus parce que ça fait beaucoup. Je vais peut-être mettre un petit peu. Mais le prix me paraît intéressant, mais c'est risqué. Regarde, ça fait que baisser. T'es sûr? Fais gaffe quand même. Ce qui vous représente même. C'est pas de l'argent foutu en l'air, il faudrait pas que tu partes en vacances. Je dis non, t'inquiète, tu vas voir, je vais faire un petit peu. Bon, voilà, et puis le temps passe. Et tu vois, je continue à investir, et les résultats commencent à arriver, et ils ont vraiment pris le FOMO. Tu vois, à un Au pire pire moment où moment. moi je commençais à diversifier, et ils disaient, mais attends, mais moi j'ai un peu d'argent, tu veux pas me le mettre, et toi, tu peux investir un peu pour moi? Je fais, mais non, je vais pas te faire ça. Déjà, t'as pas les bases, t'es même pas au stade zéro, et toi tu veux commencer par l'aspect le plus spéculatif, où tu vois, t'as pas passé l'étape zéro, tu veux déjà être à l'étape 10. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes, effectivement, il y a cette vitesse, l'aspect, tu vois, devenir riche rapidement. Et au final, tu vois, plutôt que d'apprendre à conduire dans une Punto ou une Clio 2, il va direct la Ferrari, c'est-à-dire aller super vite avec un super outil, beaucoup de puissance. Par contre, tu fais la moindre erreur, t'es rect, quoi. Tu te fais Mm. pulvériser parce que tu as été trop vite. C'est pas adapté, tu vois. Tu n'apprends pas à conduire en Ferrari. Il y a une raison parce qu'il faut savoir maîtriser le truc. Et tu vas. Et c'est une utopie te dire que tu vas arriver dès le début à maîtriser beaucoup de puissance financière pour le coup, avec beaucoup d'options, beaucoup de trucs et tout. Tu vas arriver à tout gérer euh, et devoir commencer et d'espérer ces résultats-là de suite. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes encore. Et c'est vrai que des fois, je me dis, putain, on va pas le répéter, ça paraît logique. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui continuent à demander j'ai tant à investir. On ne sait pas si c'est au niveau du portefeuille, mais je pense qu'il y a des fois, c'est peut-être 100% de ce qu'ils ont investi parce qu'il y a eu un héritage, parce qu'ils ont gagné une prime, parce qu'il y a eu de l'argent qui est tombé. Mm. Et ils demandent dans quoi je l'investis. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont 3, 4, 5, 10 000 euros à investir, qui demandent dans quoi j'investis. Et le deux ou troisième commentaire qu'ils reçoivent, ils mettent vraiment leur argent là-dessus. Sur des groupes Facebook, Donc, c'est ça, hein, c'est ce qu'on voyait la dernière fois, hein. Des débutants qui disent ouais, j'ai reçu de l'argent, dans quoi j'investis et tu as des gens qui vont répondre et qui vont dire ouais, bah tiens, cette crypto-monnaie, elle est intéressante, elle est prometteuse, mets de l'argent dessus. Ah, merci de l'info. Mais tu sais pas qui c'est qui est en face de toi. Ça se trouve, c'est des personnes qui sont là depuis 3 semaines dans la crypto-monnaie. Tu prends pour argent comptant ce qu'ils te disent. Et puis encore une fois, c'est en contradiction avec tout ce qu'on évoque et tout ce qu'on présente sur cette chaîne YouTube, qui est la reprise vraiment en possession de son propre argent, de son capital et de comprendre ce qu'on fait. Si vous n'arrivez pas à être autonome dans vos investissements, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gérer correctement vos risques et du moins de les identifier. Donc si vous n'arrivez pas à faire tout ça, comment vous voulez être capable de prendre des bonnes décisions? C'est impossible. Derrière, dès que ça va baisser, vous n'allez pas maîtriser ce que vous faites, donc vous allez paniquer, vous allez vendre. S'il y a des moments où il va falloir être contrarien, parce que pour gagner beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, il faut arriver à être contrarien. Et donc, si vous voulez avoir des convictions, il faut avoir des connaissances et il faut devenir encore une fois autonome et avoir un vrai esprit critique sur la crypto. Et ça ne s'invente pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur YouTube qui vont vous dire voilà, devenez riche avec la crypto, faites du trading, faites tous ces trucs-là. Et ça ne marche pas parce que la plupart de ces personnes qui vont vous présenter des stratégies de trading, c'est des gens qui vont vous orienter vers des plateformes type Femex, Bybit, où vous allez vous faire annihiler avec les frais et puis avec les effets de levier, et eux vont gagner de l'argent quand vous allez en perdre. Les statistiques sont complètement contre vous si justement vous faites du trading parce que vous allez être en compétition avec les professionnels, vous allez payer des frais importants, vous allez faire de la gestion active, il n'y a absolument pas de la gestion passive. Et si vous intéressez un petit peu à la finance traditionnelle, vous savez que la gestion passive, c'est ce qui fonctionne très bien. Notamment, je parle beaucoup sur ma seconde chaîne sur Éternel étudiant, pour tous ceux qui s'intéressent, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc, je parle
un peu de crypto, mais sur TI, on va surtout garder la crypto, mais je parle de tous les autres types d'investissements. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'indépendance, la liberté financière, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Et typiquement, je parle en l'occurrence des ETF. Et donc, il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que les professionnels de la finance, en ayant une gestion active, ne sont pas capables de faire mieux que le marché. L'étude Spiva montre que 95% des investisseurs professionnels, sur plus de 20 ans, ne sont pas capables de faire mieux que le benchmark, donc typiquement que le marché qu'ils essayent de surperformer. Ça peut être le S&P 500, ça peut être le CAC 40, ça peut être peu importe. Mais ça, c'est quand même très révélateur de quelque chose qui existe et qu'on ne vous dit pas forcément. On vous fait croire que non, il n'y a que les professionnels qui sont capables de gagner de l'argent. Non, même les professionnels, aujourd'hui, on avait cité Celsius, Nexo et tout, même dans la crypto, ces professionnels-là sont censés faire mieux que les particuliers et pour autant, ils ont fait faillite. Donc même si vous, demain, vous aviez gagné 10 euros, en l'occurrence, vous vous retrouviez avec des performances plus élevées que ces plateformes-là. Alors, je ne parle pas de Machinsky parce que lui, il a pu retirer son argent quand il voulait, parce qu'il y a eu énormément de fraude là-dessus. Mais encore une fois, vous voyez un petit peu la fausse connaissance qui est véhiculée souvent. Donc, il faut être capable de prendre du recul, de savoir les connaissances que vous êtes capable d'avoir de votre côté, la gestion que vous devez gérer, et surtout, la manière dont vous souhaitez devenir autonome dans vos investissements, parce que vous ne pouvez pas attendre que la personne en face de vous ait, on va dire, votre objectif en ligne de mire. Si vous prêtez de l'argent à votre banquier ne sera pas là pour vous faire gagner de l'argent. Lui, il est juste là pour prendre sa commission et ses frais. C'est tout. Vous pouvez regarder l'argent que vous avez déposé chez votre banquier, si vous l'avez déjà déposé sur plusieurs années, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous vous rendrez compte que non seulement vous n'avez pas gagné de l'argent, qu'on vous a pris des frais qui sont exorbitants et qu'en plus de ça, vous n'avez pas battu l'inflation. Vous êtes même appauvri. Pour la majorité des banques, c'est cette problématique qu'on retrouve. Et dans la crypto, c'est exactement pareil. Donc, si derrière, vous voulez prendre des décisions qui sont en lien avec ce que vous souhaitez faire, ben, la seule personne qui est capable de faire les meilleurs choix, c'est justement vous-même. D'où l'intérêt de devenir autonome. Voilà. C'est important, mais... Oui, non, tout à fait. Et puis en plus, dans la gestion de portefeuille, comme on l'a dit, ça va dépendre aussi, on l'évoque au début, des objectifs et ta situation. C'est vrai que quelqu'un qui a un but de préserver du capital pour, pourquoi pas, complémenter une retraite, complémenter un revenu déjà conséquent ou aller chercher plus de rentabilité sur un portefeuille qui est déjà assez diversifié, c'est pas la même approche et les mêmes risques et les mêmes décisions qui vont être prises que quelqu'un qui a un profil beaucoup plus jeune, qui n'a pas forcément un gros capital et qui justement peut se permettre, lui pour le coup, de prendre plus de risques peut-être, avec peut-être un peu moins d'argent, mais dans tous les cas, aller chercher plus de rentabilité parce que en le faisant bien sûr, hein, peut-être pas en utilisant de levier, pas en prenant de la dette, en ayant son petit mat à départ, mais de toute manière, voilà, si tu n'as pas de capital à préserver, est-ce que tu peux pas te permettre d'un autre côté d'aller chercher plus de risques et parce qu'il y aura peut-être potentiellement plus de reward, le risque payera peut-être plus que voilà, récompense exactement, que quelqu'un qui est dans une situation qui a beaucoup de capital et qui va aller et qui va aller chercher à défendre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'institutionnels et beaucoup de gens de la finance traditionnelle et des plus âgés. Je pense qu'il y a un peu ce biais-là aussi, tu vois. Eux, ils ont fait leur argent dans le monde traditionnel, dans les actions. Ils ont peut-être des gros portefeuilles qui leur rapportent pas mal d'argent. Et du coup, ils voient ça peut-être comme un peu de diversification avec quelques pourcents, ou alors carrément c'est un scam, il faut pas y aller, c'est pas sur ça que vous ferez votre argent, parce qu'ils ont aussi le biais de ce qu'ils ont fait eux. Mais je pense que pour des profils un peu plus jeunes, il faut aussi avoir la notion des différentes classes d'actifs, de l'inflation qu'il y a eu sur les dernières années, des possibilités que ça offre. Quelqu'un qui commence actuellement, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est mis dans la crypto, tu dis ok, bon, je veux complémenter mon revenu, il faut que j'investisse. J'investis dans quoi? L'immobilier, l'inflation, bon, le prix augmente régulièrement, peut-être pas autant que les autres actifs financiers, mais ça devient de plus en plus compliqué pour un primo-acquérant ou quelqu'un qui n'a pas un gros capital de se faire rapidement un portefeuille. C'est de plus en plus cher. Les actions, on n'en parle pas, là c'est pareil, l'inflation, la pression monétaire a fait que c'est une classe d'actifs qui n'arrête pas d'augmenter, qui est surpricée avec un gros premium. Donc ça fait le beurre un petit peu de ceux qui étaient déjà rentrés, hein, les investisseurs historiques ou les personnes un peu plus âgées qui avaient déjà investi ou qui avaient une stratégie du coup sur le long terme. Mais eux, ça leur a grandement bénéficié. Il y a eu un transfert de richesse parce que eux, du coup, ils ont vu leur portefeuille augmenter, les dividendes payés augmenter sans avoir besoin de produire d'efforts. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas ces actifs-là, encore une fois, c'était beaucoup plus difficile de rentrer. Donc, pour faire un portefeuille là-dessus, de plus en plus compliqué, de plus en plus de barrières à l'entrée. Et après, tu as peut-être les métaux précieux, les commodities, mais là encore, c'est pas des rendements métaux précieux. Voilà, grosso modo, tu peux espérer conserver ton pouvoir d'achat, mais pas moi ce que tu vas pas gagner de l'argent.
Mais c'est pas un investissement en fait. Exactement. Les métaux précieux, c'est pas un investissement, c'est comme tu dis, c'est un moyen de conserver ton capital en termes de pouvoir d'achat sur le très long terme. Mais si tu investis dans les métaux précieux pour gagner de l'argent, tu vas être très déçu, hein, parce que les performances sont clairement pas au rendez-vous. Ouais, très clairement. Et après, tu as peut-être les commodities, les options, mais là, encore, c'est du trading, c'est un métier, il faut vraiment savoir ce que tu fais parce que, quand même, un particulier pas formé, je pense pas qu'il puisse gagner. Et au final, tu te rends compte qu'en tant que particulier, si tu es plutôt jeune, que tu n'as pas encore trop d'actifs, que tu veux te constituer un patrimoine avec un horizon de temps plutôt assez court et, euh, et voilà, avoir cette puissance financière assez rapidement et avoir des opportunités que les générations peut-être précédentes ont eues, il ne te reste pas grand-chose, quoi. Et franchement, la crypto, c'est un accélérateur, comme tu l'as dit, et c'est quelque chose qu'il faut s'intéresser de près, à mon avis, quand tu es plutôt jeune, parce que tu peux justement te permettre de prendre plus de risques et avoir cette notion aussi des autres classes d'actifs, parce qu'on dit c'est bien, il faut diversifier, il faut être raisonnable. Mais il y a cet aspect premium sur les autres classes d'actifs. Il y a cet aspect inflation qui ne te permet pas de pouvoir prendre du moins de 7-8% officiel. Je ne sais pas, il faudra voir les Mmh. chiffres. Là, apparemment, on est encore au-dessus. Mais déjà, On ne était à serait-ce que 6,2 là, 6,2 ou 6,4 la dernière fois que j'avais regardé. voilà, donc officiellement, donc après peut-être officieusement, il y a peut-être voilà, on est 7, 8, sur certains paniers de biens, on est peut-être à beaucoup plus que ça. Donc au final, tu peux pas non plus te permettre d'investir euh, dans des actifs qui avec un peu de rendement. Donc il y a un peu t'as entre le marteau et l'enclume parce que tu as des pressions, déjà tu as des premiums sur tout, tu sais qu'il faut que tu investisses, mais il y a tout qui est très cher. Mais de l'autre côté, et en plus sur ces actifs qui sont déjà très chers, le premium qu'il y a, ça permet des fois même pas de battre l'inflation. Donc c'est un peu compliqué. Mmh. Et c'est des problématiques que retrouvent aussi les gestionnaires de fonds. Alors, pas forcément les hedge funds, où c'est vraiment à faire des résultats, mais tous ceux qui sont plus dans les assurances, dans les fonds de pension, et même les fonds d'investissement traditionnels qui ont une approche plutôt sur la value, avec conserver des plus-values, et qui, du coup, avec l'augmentation des actifs qui ont sorti leur argent, parce qu'ils ont dit, ils ont atteint leur palier, ils ont dit, mais là, on a fait des bénéfices, il faut prendre des bénéfices, parce que, vu notre système de gestion, il faut qu'on conserve cet argent. Et donc, du coup, ils sont sortis et se retrouvent avec une tonne d'argent sur les mains, parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant qu'ils peuvent acheter aussi, parce qu'il faut savoir que la plupart des actifs, des acteurs traditionnels ne peuvent pas rentrer directement sur la crypto-monnaie. Ils sont obligés de passer par des fonds d'excès, par Grayscale, par investir dans MicroStrategy, donc des entreprises qui détiennent du Bitcoin, mais eux, ils ne peuvent pas investir directement dans les crypto-monnaies. Et donc, ils se retrouvent bloqués parce qu'il y a un gros problème de rentabilité et de comment constituer un portefeuille long terme qui soit diversifié avec une gestion du risque qui soit correcte et qui soit voilà, avec une rentabilité et gestion du risque qui soit correcte avec l'inflation qu'on a et les conditions qu'on a. Et donc tout ça, c'est de plus en plus compliqué de prévoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que la crypto, en tant que boost dans un portefeuille, je pense que ça a tout à fait sa place, en tenant en compte en plus toutes ces idées-là, qui sont pas forcément évidentes au début. Tu vois, c'est pas du gambling où on part, on met en ligne sur la crypto. Il y a aussi des raisons un peu plus fondamentales Mmh. et avoir en compte, surtout pour un public plutôt jeune, notre âge ou même voire moins. Je pense que c'est des thématiques qui sont intéressantes, et même pour les personnes un peu plus âgées, tu vois, dans tous les cas qui ne sont pas encore à la retraite. Si tu es à la retraite, je pense que tu as peut-être un peu plus de voir venir, tu as peut-être moins ce besoin, mais c'est des thématiques auxquelles il faut s'intéresser dans tous les cas et pas rester sur l'idée de c'est du gambling, il y a rien à faire, c'est du scam, ou alors euh, je pense qu'il y a des opportunités, mais du coup j'y vais d'un coup d'un seul sans réfléchir. Il y a des fondamentaux à tenir en compte et Mais il y a toujours un réfléchir à tout ça, entre-deux. quoi. Voilà, il y a toujours un entre-deux. Et tu as parlé des autres classes d'actifs, l'immobilier, les actions, etc. Traditionnellement, il y a un portefeuille très connu dans la finance traditionnelle qui est le 60-40. Donc 60% actions, 40% obligations. Et c'est vrai que historiquement parlant, si on regarde, c'est un peu ce que j'évoque encore une fois sur Éternel étudiant, mais quand on a les actions qui augmentent, et ben on a les obligations, notamment à 10 ans, qui vont baisser, ce qui fait que on a une volatilité qui va être lissée au fur et à mesure du temps avec des performances assez progressive comme ça sur le long terme. Sauf que ça, encore une fois, c'est des corrélations qu'on a été capable d'observer par le passé, mais on se rend compte que ces corrélations entre les actifs, c'est pour ça que je parle de gestion de portefeuille, mais la corrélation entre les actifs est amenée à varier au fur et à mesure du temps. Ces corrélations négatives qu'on avait avec les obligations et les actions, on les voyait par le passé parce qu'il y avait un certain
certains systèmes monétaires, on était dans une certaine économie. Aujourd'hui, c'est relativement différent. Et typiquement, il y a plein d'études qui montrent, par exemple, que plus on a un niveau d'inflation qui est important, plus on a une corrélation positive et significative entre les actions et les obligations. Typiquement, si on est sur les taux des banques centrales avec un taux d'inflation inférieur à 2%, ce qui est visé par les banques centrales, hein, la Fed, la Banque centrale européenne et tout, on est sur une corrélation, je crois, d'à peu près 40% entre les actions moins de 20% entre les actions et les obligations. Quand on commence à avoir une inflation supérieure à 4%, qui était très largement le cas après la crise sanitaire, et aujourd'hui, on est encore, en tout cas aux États-Unis, supérieur à ça, on a une corrélation de 100% entre les actions et les obligations. Donc après, dans la gestion de portefeuille, c'est comment tu te diversifies. Parce que si ton objectif de te diversifier, c'est d'avoir en principe des classes d'actifs qui ne vont pas être corrélées les unes aux autres, c'est pour ça qu'il y a un intérêt d'avoir des métaux précieux, c'est pour ça qu'il y avait à l'époque un intérêt d'avoir des obligations, il y avait un intérêt d'avoir des actions, etc. Et aujourd'hui, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une corrélation entre la plupart des actifs, ce n'est pas forcément le cas entre les actions, les métaux précieux, mais c'est le cas aujourd'hui entre les actions et les obligations. Et puis en plus de ça, avec des taux d'intérêt qui sont historiquement extrêmement bas, ça change un petit peu aujourd'hui, où à l'heure où on tourne cette vidéo, ils augmentent les taux d'intérêt. Mais vous savez que pour les obligations, plus vous avez des taux d'intérêt bas, plus le prix des obligations sont importantes. Et inversement, plus vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, plus le prix des obligations baisse. Donc on vous dit de diversifier, de mettre des obligations dans votre portefeuille, mais avec des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, proches de zéro, voire à un moment donné négatifs dans certains pays, en vous disant d'acheter des obligations. Mais ça veut dire que si vous faites ça, vous avez des prix des obligations qui sont à un prix exorbitant. Donc, la place de la crypto là-dedans, je suis d'accord avec toi, ça a un intérêt. Mais la réponse, tu vois, elle n'est pas simple. C'est pas de dire aux gens, t'es jeune, tu mets 100% de ton argent dans la crypto, ou tu mets 20%, ou tu mets 10%. Et ça, c'est très compliqué de le dire. Parce que moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je le vois comme étant un accélérateur financier, mais on n'a pas du tout les mêmes retours, les mêmes analyses et le même historique que qu'on peut avoir sur la finance, tu vois, traditionnelle. Sur la finance traditionnelle, tu as des études qui remontent à 1804 jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, on est capable de dire, voilà, tel indice, il y a eu telle crise, telle crise, telle récession économique, et donc si tu investis dessus, sur le long terme, tu as une progression qui est juste monstrueuse, et il n'y a pas eu un exemple dans l'histoire de l'humanité, en tout cas sur la finance et la bourse traditionnelle de manière générale, où on n'a pas redépassé à un moment donné notre précédent plus haut. Mais c'est vrai que les cycles sont beaucoup plus longs. Donc là où il va peut-être vous falloir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour mettre en place les intérêts composés et peut-être espérer vivre de votre capital à la retraite, même s'il y a encore des choses intéressantes à faire là-dessus, la crypto-monnaie, c'est un booster. Alors, tu t'as dit, on peut avoir des résultats sur le court terme. Ouais, mais court terme, ça veut dire quoi? Tu vois, court terme dans la crypto, ça peut être quelques semaines. Mais court terme dans la finance traditionnelle, c'est 10 ans, c'est 20 ans, tu vois. Et donc la crypto, je pense qu'en effet, ça a sa place là-dedans, parce que ça peut booster les performances de votre portefeuille, de profiter à la croissance et l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs, et comprendre aussi qu'il y a plein de données aujourd'hui qui commencent à être analysées de la part des investisseurs professionnels, et certaines métriques, ce qu'on appelle en tout cas des données d'analyse de portefeuille, comme par exemple le ratio de Sharpe. Vous pouvez vous renseigner, le ratio de Sharpe, qui permet de calculer le risque que vous prenez en investissant sur une classe d'actifs, et les performances que vous allez avoir en le comparant, si vous voulez, par rapport au risque que vous prenez en investissant sur cette classe d'actifs. Donc vous pouvez regarder, et en réalité, c'est que si vous êtes sur un ratio de Sharpe qui est inférieur à 1, ça veut dire que vous prenez plus de risques par rapport au rendement que vous êtes capable d'extraire de cet actif-là ou du portefeuille que vous avez créé. Et si vous êtes sur un ratio de Sharpe qui est supérieur à 1, et même si possible supérieur à 1,5, c'est un super niveau. Ça veut dire que le risque que vous prenez en vaut la chandelle. Ça vaut vraiment le coup, parce que le risque que vous prenez est compensé par les performances que vous allez pouvoir récupérer. Et typiquement, il y a des études sur lesquelles je suis tombé qui n'ont pas forcément été mises à jour parce que ça date de 2019, mais qui ont montré que le ratio de Sharpe pour le Bitcoin, et je parle que pour le Bitcoin, était compris entre 3,5 et 4, ce qui n'avait encore jamais été présent dans toute l'histoire de l'humanité. Tu regardes tous les gestionnaires de portefeuille, tu peux trouver le meilleur portefeuille, le permanent portfolio, le portefeuille permanent portfolio aussi de Ray Dalio, etc. Voilà. All Weather, ouais. All Weather, pardon. All Weather de Ray Dalio, c'est des portefeuilles qui n'ont absolument pas ce ratio de Sharpe-là. Donc, il faut comprendre aussi que si vous avez ne serait-ce que 1, 2, 3% de votre portefeuille sur du Bitcoin, juste en regardant des données qu'on est capable d'analyser en les comparant à d'autres types de portefeuilles, ça peut prendre un sens. On pourrait en parler pendant des heures, tout ça, sur la gestion de portefeuille, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde.
Et à mon avis, encore une fois, c'est mon humble avis, je pense que tous ceux qui verront la crypto-monnaie comme étant un moyen simple et rapide de devenir riche rapidement, c'est des gens qui auront beaucoup plus de probabilités et de risques de perdre leur capital et de ne pas arriver sur la ligne d'arrivée, contrairement à ceux qui se rapprocheront un peu de nous, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que c'est un accélérateur, qui vont être là pour extraire une performance du marché, ne pas rechercher à acheter le plus bas ou revendre au plus haut, mais qui seront là sur le long terme et qui seront capables de capitaliser sur cette classe d'actifs qui, à mon avis, a encore énormément de performances à délivrer dans les prochaines années, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, je vais quand même toucher peut-être l'aspect spéculation. Parce que je pense que c'est un des points qui est le plus bloquant. C'est hyper spéculatif. Je vais pas rentrer dessus. Du coup, ça passe dans mon portefeuille. Mais j'aimerais bien qu'on me dise aussi, tu vois, qu'est-ce qui n'est pas spéculatif en ce moment si tu veux faire un peu de rendement. Parce qu'effectivement, tu as peut-être les obligations d'État, mais là, tu n'as pas de rendement. Et toutes les actions, les meilleures, ou celles qui sont peut-être avec moins de risques, entre guillemets, mais qui ont un premium qui est tout simplement rédhibitoire. 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 Donc, tu vois, les Amazon, Facebook, Google, qui dégagent du gros cash flow. C'est déjà pricé, tu vois, tout ce qui va arriver dans le futur, c'est déjà pricé actuellement. Tu as du premium. Donc, du coup, si tu veux être sûr d'avoir. Tu vois, tu peux pas avoir et de la rentabilité et pas prendre de risques actuellement. Si tu veux Non, mais faire de la il y a des rentabilité. risques de partout. Après, ça dépend de ton horizon d'investissement aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu veux une stratégie plutôt passive en investissant dans des ETF avec un DCA et tout, c'est ce que j'explique notamment principalement sur Éternel étudiant. Il y a des choses super que tu es capable de faire, mais ton horizon d'investissement va pas être pareil. Parce que tu as des périodes, typiquement, si tu avais acheté au pic, par exemple, après la bulle Internet, je crois que pour le Dow Jones, il lui a fallu presque 16 ans pour récupérer son précédent plus haut, tu vois, entre les années 2000, donc l'éclatement de la bulle Internet, et puis il a fallu 2016 pour redépasser son précédent plus haut. Et ça a été valable aussi pour le S&P 500, je crois que c'est 12 ou 13 ans. Voilà, donc il faut être vigilant par rapport à ça et comprendre que oui, il y a des stratégies qui marchent, oui, il y a des stratégies qui fonctionnent, et ça dépend de votre horizon de temps, et peut-être que vous êtes jeune, vous n'avez pas envie d'attendre 15 ans pour obtenir un résultat positif sur votre portefeuille. Dans la crypto, C'est ça surtout, ouais, mais c'est ça, il faut être honnête par rapport aux horizons de temps. Je pense que c'est un des problèmes un petit peu, enfin, de la finance, des finances personnelles. Tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs ou de personnes qui évoluent dans ce sens-là, tu vois, qui expliquent tout ça. C'est très bien, être salarié, investir à côté, avoir une approche dans des ETF. Mais par contre, pour vraiment réussir à avoir un revenu décent ou vraiment gagner beaucoup d'argent, si tu pars voilà, à des niveaux normaux, que tu es salarié, que tu n'as pas forcément d'épargne, que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent à mettre et que tu investis petit à petit chaque mois et régulièrement, on parle de 30, 40 ans, tu vois, pour arriver à vraiment complémenter ton revenu. Tu peux avoir des résultats intéressants, mais si tu n'as pas d'accélérateur, de booster, si c'est juste l'épargne de ton taf salarial que tu mets dans ces outils-là, dans ces véhicules-là, tu regardes les performances, tu regardes historiquement ce qui s'est fait, ton horizon temporel, c'est 30-40 ans pour avoir un vrai complément de revenu, pourquoi pas un deuxième salaire ou quelque chose qui te permet de vivre, et encore plus avec l'inflation, encore plus avec tout ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas les conditions de vie dans 30-40 ans, donc c'est vraiment cet horizon-là. Donc si tu veux accélérer ou si tu veux aller plus vite ou si c'est pas ton horizon de temps là, si tu pars sur ce véhicule-là et que tu fais juste ça, ça serait de mentir que de dire que tu vas y arriver, que ça va être possible pour toi. Tu vois, il y a des données historiques et tout, c'est possible, mais il faut t'attendre 40 ans. Et dans 40 ans, il n'y a peut-être que pas, ça. il y a pas de garantie, ouais. Et je vais revenir aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je me suis trompé sur quelques données. Typiquement, pour le Dow Jones, il y a eu 25 ans pour récupérer son précédent plus haut, notamment après la crise de 1929, donc après la Grande Dépression. Ça a été 25 ans pour dépasser son précédent plus haut. Je vais partager mon écran, ça sera peut-être plus simple pour que les gens ils puissent avoir une vision un peu plus objective et corriger ce que j'ai dit, quand même. Ce qui est important. Tout l'écran, pam. Je ne sais pas si tu vois mon écran. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc c'est juste pour montrer un petit peu ce qui se passe dans la finance traditionnelle. Oui, regardez le Dow Jones depuis 1896. Bon bah oui, il y a eu des grosses crises, il y a eu des problèmes, des dépressions, ce que vous voulez, des récessions, des guerres, etc. Mais à chaque fois, ça a redépassé son précédent plus haut. Mais après, c'est le recovery time, en fait, le temps qu'il vous faut pour attendre, pour récupérer son précédent plus haut et pour que vous puissiez gagner de l'argent. Typiquement, après la crise de 29, c'est 25 ans. 25 ans. Vous aviez acheté en 1929, il fallait que vous attendiez 25 ans pour dépasser votre précédent plus haut. Ici, c'est pareil, il vous a fallu 16 ans. Si on prend le Nasdaq, en fait, c'est là où vous venez les 16 ans, c'est après la bulle Internet. Le Nasdaq, c'est de 2000 à 2016. Vous aviez acheté là, il vous a fallu 16 ans à attendre
pour, entre guillemets, récupérer vos billes. Là, vous pouvez regarder, pareil, là c'est le S&P 500, après la bulle Internet, il a fallu 12 ans, de 2000 à 2012. Donc voilà, c'était un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, et comprendre que les cycles crypto, ça a un intérêt dans l'investissement de manière générale en portefeuille, parce que c'est des cycles un peu sous stéroïdes, et qu'en général, si vous faites les choses correctement, si vous investissez sur des projets qui sont encore là dans plusieurs années, franchement, si dans 20 ans, vous faites du DCA, tu vois, ceux historiquement parlant qui ont fait du DCA sur du Bitcoin pendant 5 ans, de manière générale, ils sont dans le positif, tu vois, aujourd'hui. Même si on n'est jamais sûr de rien, c'est des performances historiques. Donc, je pense qu'il y a vrai intérêt d'en avoir en portefeuille, en termes de gestion de risque, en termes d'allocation d'actifs. Mais il faut comprendre un peu la manière dont vous allez aussi gérer votre portefeuille et être conscient aussi des risques qu'il y a derrière et on va dire, des problématiques que ça peut engendrer. Ça ne sert à rien de rechercher, selon moi, à faire des fois 100 ou des fois 1000 ou essayer de faire mieux que 95% des personnes dans la crypto. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90-95% des personnes dans la crypto-monnaie perdent de l'argent. C'est bien de dire que vous voulez avoir des résultats différents des autres, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de différent des autres pour obtenir des résultats plus élevés que la moyenne? Si la seule chose que vous faites, entre guillemets, c'est, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est important d'être vrai dans votre manière et dans votre réflexion. Si ce que vous faites, c'est regarder les mêmes analyses techniques que les gens font, faire les mêmes activités de trading, avoir les mêmes connaissances et regarder les mêmes contenus tout simplement sur YouTube, vous aurez les mêmes résultats que les autres, c'est-à-dire des résultats peu significatifs, voire peu probants. Par contre, si vous vous formez, si vous devenez autonome, si, etc., etc., je ne reviens pas sur toutes les infos que je vous ai données précédemment, vous n'avez aucune garantie de réussir. Et ça, c'est vrai que c'est clairement pas vendeur, mais c'est la réalité. Par contre, vous augmentez vos chances et vos probabilités d'obtenir des résultats plus élevés que la moyenne. Tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Clairement, tout à fait. Et puis surtout, mettre des chiffres sur vos objectifs et sur les possibilités, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui investissent, alors pas forcément dans la crypto, mais sans, tu vois, ce qui est possible de faire historiquement, parce que tu vois, il y a toujours j'investis, donc je vais peut-être gagner beaucoup d'argent. Mais si on regarde comme tu vois, ce que tu viens de montrer, regardez les pourcentages historiquement, ce qui est possible de faire, les horizons temporels pour y arriver, en ajoutant potentiellement l'incertitude, parce qu'on est dans un monde qui bouge de plus en plus incertain. Au final, il faut être aussi raisonnable sur ses attentes. On a fait des vidéos là-dessus aussi d'ailleurs, sur ce qui est raisonnable d'espérer en fonction de la stratégie qu'on met en place. C'est-à-dire, comme tu as dit, si tu pars bien en tête que tu fais que du trading, tu as 95% de chances de te faire rate et de faire partie des gens qui perdent de l'argent. Si tu pars sur une stratégie d'ETF, tu seras peut-être du 7, 8, 10% annuel, mais sur 40 ans. Donc, tu es parti pour 40 ans avec ton truc, quoi. Si tu fais de l'immobilier, c'est pareil. Actuellement, ça, c'est un peu pour les influenceurs où il y a. T'écoutes par exemple Bob Kiyosaki qui dit qu'il faut absolument prendre de la dette, faire de l'immobilier, parce que lui, ça a marché. Mais il y a aussi un contexte temporel où il est tombé dans 40, 50 ans où effectivement, pour lui, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il prenne de la dette parce que il y avait une période d'inflation plus ou moins et de grossissement des prix qui n'arrêtaient pas de continuer. Donc, du coup, pour lui, c'était rentable, il fallait qu'il fasse. Plus ça va, plus c'est compliqué d'avoir. Si tu rentres en récession avec des emprunts, avec des taux variables, avec les prix d'immobilier, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. C'est peut-être pas non plus pas le même risque. meilleure. C'est pas les mêmes risques. Et du coup, il y a aussi, tu vois, on va dire, il faut absolument faire ça. Évaluer les risques, évaluer les possibilités, parce que tu regardes historiquement, tu regardes les récessions, ce qui s'est passé, tu dis ok, je prends cette stratégie, mais si on rentre en récession, s'il se passe ça, peut-être, comme ce que tu as montré aussi, je suis 20 ans dans le trou, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les actions, que ce soit aussi dans la crypto. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que la crypto, c'est des cycles beaucoup plus rapides. Et il faut aussi comprendre que c'est ouvert 24 heures sur 24, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout ce que tu as montré, S&P 500, le Dow Jones, c'est ouvert du lundi au vendredi et ça ferme le soir à 18h ou 17h. C'est ouvert de 9h le matin à 17h. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Et le week-end, c'est pas ouvert. Il y a certains montants, il y a des ordres qui ne sont pas passés. La crypto, c'est ouvert H24. Tu peux acheter à partir de quelques centimes et tout le monde y a accès. Donc, c'est pour ça que c'est aussi, à mon avis, plus rapide. Et les événements de marché et les mouvements sont plus rapides, plus violents, parce que tu as cette espèce de vélocité où tu vas aussi apprendre d'un autre côté plus rapidement et tu vas avoir plus de choses en beaucoup moins de temps que ce qui se passe dans la finance traditionnelle. Donc, c'est des pistes de réflexion pour avoir tout ça en compte au moment de faire son portefeuille, quoi. C'est un super avantage. Et après, il y a aussi le problème, c'est que dans la crypto-monnaie,
on n'est pas capable de se propulser, si tu veux, ou d'avoir un horizon d'investissement comme ce que tu peux être capable de faire avec la finance traditionnelle sur des dizaines et des dizaines d'années. Tu regardes le CoinMarketCap il y a 5 ans, il n'a rien à voir à celui d'il y a 7 ans, qui n'a rien à voir avec celui d'il y a 9 ans, et qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et qui n'aura rien à voir avec celui dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et de se dire que ce n'est pas la même approche. Comme on le dit tout le temps, il y a toujours un équilibre entre le risque et le rendement que vous voulez avoir. Et de se dire que quand on va investir, par exemple, en crypto-monnaie, on va essayer de booster des performances, on va essayer d'utiliser ce levier-là comme étant un véritable accélérateur financier. C'est ce que je répète depuis le départ, parce que c'est vraiment ce que ça représente. Mais d'ailleurs, il faut voir aussi les risques qu'il y a derrière. Donc, et la gestion que ça demande, les compétences que ça demande, l'énergie que ça demande de suivre ce genre de marché, et arrêter de se raconter aussi n'importe quoi et de croire tout le monde sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous vendre n'importe quoi en vous disant devenir trader rentable en 3 mois en investissant sur des crypto-monnaies et tout, ou vous allez devenir millionnaire en investissant sur le top 10 des crypto-monnaies qui vont faire 1 fois 100, fois 1000 sur mars 2023 ou sur avril 2023. Encore une fois, ça marche pas. Je vous répète ça et je sais que je vous bassine avec ça parce que c'est super important. Et je trouve que c'est malheureux en fait que sur la sphère francophone et même de manière générale dans la crypto-monnaie, c'est un message qui n'est pas suffisamment passé. Et c'est vrai que ça serait tellement plus simple pour nous de faire des vidéos juste sur de l'analyse technique en vous disant regardez, là il y a un support, il y a une résistance, on va casser, puis peut-être qu'on va se faire rejeter. On n'a pas besoin de rechercher du contenu pour faire du contenu comme ça. Franchement, on pourrait vous en pondre 50 par jour, ça pose aucun problème. Mais derrière, c'est quoi la plus-value que vous allez ressortir de ça? Presque nul, ça sert à rien. En fait, du moment où on publie cette vidéo, le contenu il est déjà périmé, il fonctionne plus. Donc, et nous on préfère vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson tous les jours. C'est vraiment la vision qu'il faut que vous ayez en tête. Et donc derrière, plus vous allez augmenter le risque, plus vous allez essayer de rechercher des performances importantes, mais il faut être capable aussi de le gérer correctement de votre côté. Et pareil, encore une fois, avec la bourse, l'immobilier, etc. Je pense que la crypto-monnaie aura un rôle énorme à jouer dans les prochaines années. Ce qui est aussi excitant, c'est de ne pas savoir comment ça va se dérouler. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'investiront pas et ne profiteront pas de ces nouvelles opportunités. Puis ceux qui, comme nous, seront là, mais qui restent aussi restent ouverts à énormément aussi d'autres possibilités. On ne fait pas que de la crypto-monnaie, encore une fois. Mais je pense que c'est important de rester ouvert et de se dire, OK, il y a des choses intéressantes à faire, je vais le faire, je vais gérer mon risque, je vais être capable d'en profiter et je ne vais pas me rester dans une vision en disant, comme des personnes comme Peter Schiff ou autres, ça fait des années qu'ils disent, la crypto-monnaie, c'est nul, ça sert à rien, ça repose sur rien. Il y a aussi le coût d'opportunité. Coût d'opportunité, lui, ça fait des années qu'il aurait pu gagner énormément d'argent, il ne l'a pas fait. Vous pouvez privilégier certains scénarios, mais à partir de quel moment vous vous dites que le scénario que vous avez privilégié, c'est plus le bon, et à partir duquel vous allez peut-être éventuellement vous remettre en question. Voilà, c'est toutes les valeurs qu'on vous présente sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là, qui, à mon avis, bien trop longue. Donc, pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, on vous met plusieurs liens importants. Premièrement, la chaîne de Théo, Aventure Crypto, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets le lien aussi de ma seconde chaîne, Éternel étudiant, où je parle d'investissement, entrepreneuriat, finances personnelles. Je parle de tout ce qui est lié de près ou de loin à l'indépendance et la liberté financière. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois, on vous met le lien vers une réservation d'appel téléphonique directement avec nous. Donc, vous cliquez dessus, vous réservez un créneau avec nous, vous répondez au questionnaire de la manière la plus précise et la plus objective possible pour qu'on puisse voir au final comment on pourrait être amené à vous aider et si on peut être amené à le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Et enfin, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là plutôt pour se former, on vous met le lien, pareil, vers un programme de formation de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe, et vous verrez que vous pourrez vous connecter directement dans votre espace de formation. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.